Bienvenue dans la troisième dimension, là où la gestion devient un jeu d'aventure. Aujourd'hui, on va parler statut juridique. Et le statut juridique, c'est un peu comme l'armure dans une quête. Si tu l'as choisie bonne, elle te protège et t'accompagne longtemps. Si tu l'as choisie mal, tu risques d'être ralenti, exposé ou te faire dépouiller par les trolls de l'administration. Bienvenue dans la troisième dimension. Et la troisième dimension, c'est nous. Parce que la première dimension, c'est la production. C'est ce que vous faites, c'est votre art. La deuxième dimension, la communication, la vente, le marketing. Et la troisième dimension, c'est la gestion. C'est moi. Et pour moi, l'ensemble est un jeu. S'il n'y a pas de production, il n'y a rien à vendre. Si rien n'est vendu, il n'y a rien à gérer. C'est pour ça que ça fait un engrenage qui se complète. Un peu comme un tabouret à 3 pieds. Dès l'instant où il y en a un qui est plus petit que les autres, c'est bancal, ça passe plus. Alors, dites-moi dans les commentaires, pour vous, la gestion, c'est quoi? La capacité à dégager du bénéfice. Ok, j'aime bien cette définition. Jongler entre toutes les casquettes. Oh oui, un grand oui. Je vais quand même mettre un petit bémol sur la capacité à dégager du bénéfice. J'ai envie de dire que c'est le but ultime de l'entrepreneuriat. Si on fait des entreprises, c'est pour faire du bénéfice, c'est pour pouvoir se payer, c'est pour pouvoir vivre joyeusement et librement, j'ai envie de dire. Savoir où on en est avec son argent par rapport à son business plan. Oh, Claire, on est presque dans la précision. Une paire de lunettes ultimes sur son travail. Gérer la multicasquette de la vie d'un entrepreneur. Ok. Piloter. Nathalie, j'adore ce mot. C'est limite mon mot préféré. C'est pour moi la définition même de la gestion. On est d'accord? Et oui. Oui, Claire, forcément, tu as déjà fait un parcours avec moi. Alors du coup, prévoir, ouais, ça fait partie de la gestion. On est d'accord. Administratif, le juridique, la compta, la com, les prestations. Alors com et prestations, pour moi, on serait dans production et communication. La gestion, on est vraiment administratif, juridique, compta. Le tableau de bord, bien sûr. Et vous êtes à fond, c'est fantastique. Tout ça, c'est de la gestion. Mais pour moi, la gestion, c'est principalement la somme de vos décisions. Toutes les décisions que vous prenez, au final, c'est de la gestion. C'est toute la partie finance, budget, vision, terme, les détails du quotidien. Ouais, bah du coup, oui, c'est ça. Ça recoupe. C'est vraiment la somme de vos décisions. Et on va aller plus loin à se dire que, au final, la gestion, c'est même pour moi la stratégie, l'administratif, la trésorerie, l'humain et la gestion des risques. C'est ces 5 piliers-là. Mais là, aujourd'hui, on va se contenter d'un petit, c'est pas un pilier, mais un petit bout, les statuts. Les statuts, c'est comme, entre guillemets, des personnages. Chaque statut est un personnage, une case ou une armure magique. Certains sont rapides à enfiler. Je viens de me rendre compte en le disant que ça pouvait être pris bizarre si on prend ça comme des personnages. Je vois pas vos têtes, mais même moi là, je me dis oups. Bref, on va penser à des armures. Donc, du coup, je rougis. Voilà. Les armures, certaines sont faciles à enfiler, rapides, d'autres demanderont plus de préparation. Certaines brillent fort, mais se fissurent vite, alors que d'autres sont lourdes, mais hyper solides. Donc l'idée, c'est que chacun choisisse la sienne selon son style de jeu, puisque le business est un jeu, c'est-à-dire selon son projet d'entreprise. Alors, je sais, je vois pas vos têtes, mais je sais que le statut juridique, c'est comme un saut en parachute. La première fois, ça fait peur. Alors en fait, en vrai, je sais pas trop, j'ai jamais sauté en parachute, mais je me dis que j'ai fait de l'escalade, la première descente en rappel, ça faisait un peu peur, ça doit être encore pire. On doute, mais c'est pas le saut en soi qui est risqué. C'est de sauter sans vérifier les sangles et sans vérifier que le matériel, il est bien accroché. Ça, c'est risqué, mais pas le saut en soi. Et du coup, la checklist pour sécuriser le saut, ça va être de vérifier la cohérence de son projet, la rentabilité, la logique de l'ensemble. Ça veut dire, c'est prendre son élan et choisir le meilleur parachute, c'est-à-dire votre statut juridique.
Et aujourd'hui, je vais vous guider un petit peu dans cette checklist pour que votre premier saut soit un succès. C'est parti, vous êtes prêts? Dites-moi dans le chat. Et pendant que vous me dites si vous êtes prêts, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, même si vous êtes peu nombreux, rapidement, moi, je suis Stéphanie, ancienne experte comptable. J'ai 20 ans d'expérience dans le chiffre, 13 ans d'entrepreneuriat derrière moi, des centaines d'entrepreneurs accompagnés. J'ai été commissaire aux comptes, j'ai donné des cours à l'université de Besançon. Bref, un petit bagage sympa. Ok, vous êtes prêts? Alors, les statuts, nous voilà, c'est parti. Le premier statut, la première armure, entre guillemets, c'est la micro-entreprise. Ça, c'est pas réellement une armure, on est plutôt sur la cape de l'apprenti. C'est facile à enfiler, c'est léger, c'est parfait pour tester le jeu. Mais il y a très peu de protection. Dès que tu croises un monstre un peu costaud type charge ou alors URSAF, ça craint un peu. Et dès l'instant où on commence à un petit peu grossir, elle craque. C'est par contre très idéal pour tester le terrain. Mais c'est quand même assez fragile pour les grandes quêtes. Ensuite, en armure, vous avez l'entreprise individuelle. Le I pour les intimes. Ça, c'est plus l'épée du solitaire. C'est une arme fiable, robuste, qui tient dans le temps. Mais attention, elle fait corps avec nous. Et du coup, le patrimoine personnel peut parfois être exposé. Alors, je mets un gros bémol là-dessus. La loi de 2022 réduit fortement les risques. Mais quand même, on n'est pas sécurisé comme en société. Toutefois, elle est simple, facile, adaptée si on avance seul. Et moi, c'est vraiment, je ne vais pas dire mon chouchou, mais je n'ai pas d'autre mot qui me vient, pour tous les business à moins de 100 000 euros. Alors, il y a des exceptions, hein, entendons-nous bien. Gros investissements, santé qui difficilement assurable, c'est peut-être pas un statut optimal. Mais pour les business de moins de 100 000 euros qui ne rentrent pas dans ces cases-là, franchement, j'adore. Ensuite, on a l'EARL. Alors, un petit clin d'œil pour l'EARL parce que je sais à qui je m'adresse, c'est que l'EARL, elle est dédiée à tout ce qui est agriculture. Ça, c'est le bouclier des alliances. Il faut être plusieurs, hein. C'est rare d'une EARL tout seul. Mais du coup, là, c'est solide, enraciné. Pensez pour ceux qui veulent construire une forteresse durable. Ça protège l'équipe et les associés. C'est plus lourd à manier que l'entreprise individuelle, bien sûr, hein. C'est idéal pour les projets collectifs à long terme. Donc, collectif, long terme, l'EARL, c'est top. Si on n'est pas dans le cadre de l'agricole, dans ce cas-là, ça sera la SARL. La SARL, elle a une petite sœur qui s'appelle l'EURL. Autrement appelée, parce qu'en France, on aime bien avoir plein de noms pour la même chose, hein, la SARL-U. Donc, c'est une SARL à associé unique. Quand vous êtes tout seul à créer une SARL, du coup, c'est une EURL. Et là, on est sur la vraie armure du chevalier. C'est robuste, c'est protecteur, c'est capable de traverser les saisons. Faut l'entretenir un peu, sinon ça rouille, hein. Et puis ça pèse un peu. Donc quand ça pèse un peu, il y a des formalités, il y a de la gestion, mais elle inspire confiance. Ça, c'est parfait si tu veux t'installer durablement et peut-être recruter des écuyers, des salariés, monter une grosse équipe, etc., etc., prendre du volume. Donc, quand je dis prendre du volume, c'est dépasser les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Sinon, on peut parfaitement embaucher quand on est en entreprise individuelle. Elle a une espèce de concurrent. La SAS ou la SASU. Ça, c'est le bâton du stratège. C'est flexible, moderne, ça donne accès à des pouvoirs variés, des dividendes, une croissance rapide, des financements assez facilement accessibles, mais ça demande une bonne maîtrise magique. Les formalités, ça a un coût plus élevé. À chaque fois, on me dit oui, mais pourquoi ça coûte plus cher? Je vais juste vous dire une petite anecdote. Mon papa est électricien depuis quelques années.
On a commencé en même temps nos boîtes, donc en 2012, il a monté son entreprise individuelle, alors que moi, je me mettais en tant qu'expert comptable à mon compte. Et puis, du coup, je crois qu'il payait à l'époque 1800 € d'honoraires d'expertise comptable. C'était pas moi l'expert comptable, mais du coup, on parlait des différentes missions qu'il pouvait avoir et des différents conseils qu'il pouvait avoir, comme n'importe quel sujet autour de la table des dimanches midi. Et puis, à un moment donné, il a rentré des très gros chantiers parce qu'il travaille en solo, mais il travaille avec des boutiques type les Biocoop, les choses comme ça. Et du coup, il monte des magasins complets, il monte l'électricité de magasins complets. Donc, il a des gros chantiers et ça facture assez vite. Il a dépassé les 100 000 € de chiffre d'affaires et il payait un bras en URSSAF et en impôts. Et donc, on a eu des conversations là-dessus, mais forcément, je suis sa fille, donc moins crédible. Il m'a pas écouté. Et son expert comptable lui a dit, écoute, faut monter une SAS. Pourquoi? Je sais pas. J'ai toujours pas compris pourquoi. Mais n'empêche que mon père a transformé son entreprise individuelle en SAS. Juste le coût de l'expert comptable, en sachant que les factures, c'est les mêmes, les fournisseurs, c'est les mêmes, mon père se paye la même chose. Et en fait, on est passé de 1800 € d'honoraires comptables à 3200 € d'honoraires comptables. Donc quand je vous dis un coût plus élevé, c'est général. C'est pas que l'URSSAF, c'est vraiment, c'est plus élevé. Ça marche aussi pour la SARL. Mais c'est idéal si vous avez une vision ambitieuse et que vous voulez garder des portes ouvertes pour différents actionnaires, différents associés, des business angels ou des choses comme ça. Ensuite, on a la coopérative. Ça ressemble plutôt au cercle des druides. Ici, on joue pas seul. Les ressources, les décisions sont partagées. Tout est partagé. Il n'y a pas un boss, il y en a plein. C'est une collectivité de boss. Le pouvoir est collectif et chacun contribue au cercle. Ça, c'est idéal si vous croyez en la force de l'équipe et que, mutualiser, c'est votre dada dans ce cas-là. La coopérative, ça peut vraiment, vraiment être une belle carte à jouer. Pourquoi? Parce qu'il y a des aides, il y a des réductions de charges, des réductions d'impôts qui font que c'est vraiment un statut intéressant. Mais il faut être plusieurs et il faut aimer partager. Partager, c'est sympa, mais ça veut dire qu'on laisse le contrôle. Donc les ultra-contrôlants, les coopératives, c'est un peu compliqué. N'empêche que, moi j'aime bien aussi ça, la coopérative, c'est chouette. Ensuite, il y a un statut auquel on pense pas souvent, mais qui pourtant peut être assez sympa, c'est le portage salarial. Ça, c'est la tente du nomade. C'est confortable, tu voyages léger, tu gardes la sécurité du salariat. Qui dit sécurité du salariat dit Pôle emploi. Avec la coopérative, c'est le seul statut où Pôle emploi est possible. Sinon, non. Pôle emploi ne marche pas. Ici, dans la SASU, vous êtes assimilé salarié. C'est comme un salarié, mais le assimilé, il enlève Pôle emploi. C'est clairement ça que ça veut dire. Assimilé salarié, c'est oui, salarié, mais pas de Pôle emploi. Donc vous avez les cotisations patronales, les cotisations salariales, une fiche de paye, mais pas Pôle emploi. Alors que la coopérative, il y a Pôle emploi. Le portage salarial, il y a Pôle emploi. C'est vraiment les deux seuls statuts où vous cotisez pour le chômage. Si vous avez des droits, ça veut dire qu'en face, vous avez des devoirs. Et en l'occurrence, avec Pôle emploi, le devoir, c'est de cotiser. Ça paraît rien comme ça, mais en vrai, ça fait quelques écus sonnants et trébuchants, mine de rien. Alors, j'en reviens à la tente du nomade, le portage salarial. Là, on reste limité par le campement. Ça veut dire que on campe sur le terrain de quelqu'un d'autre. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Alors, moi, j'aime bien, c'est idéal pour tester ou avancer sans se charger de l'administratif. Pour les gros phobiques administratifs,
Même si au final, l'administratif, ça se dompte, et ça se dompte de manière plutôt sympa, mais ça coûte cher à la longue. Ça coûte très cher, parce que du coup, on paye la location du terrain. Voilà. Une fois que je vous ai fait un petit tour complet des différents statuts, alors c'est pas complet, hein, il y en a plein d'autres qui existent, mais des plus gros utilisés. On va se dire que choisir son statut, c'est comme choisir une structure qui vous protège, vous épanouit et grandit avec votre activité. Et là, du coup, petit exercice interactif. Sur quel statut tu partirais selon, du coup, ce que je viens de te dire et qu'est-ce que ça t'apporterait aujourd'hui en termes de protection, de souplesse, de confort, de crédibilité? C'est des vraies questions qu'on se pose quand on choisit le statut. Et on le pose à aujourd'hui. On ne le pose pas avec le dans 5 ans, quand j'aurai atteint le million, parce que peut-être que dans 5 ans, vous n'aurez pas atteint le million, peut-être que oui, mais peut-être que non. Donc en attendant, peut-être qu'un statut adapté, c'est sympa. On ne prend pas un bazooka pour tuer un moustique. Ça ne marche pas. Ou ça marche, mais ça fait de gros dégâts. C'est exactement la même chose avec le statut juridique. Si vous prenez trop gros, que ce n'est pas calibré pour votre activité, vous vous tirez une balle dans le pied. Et tous les statuts ont leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, je réponds à Sam. Du coup, après, il y a la séance de questions-réponses. Donc, soit tu les écris ici, soit après, on pourra les poser de vive voix pour les questions. Donc, je reviens sur mon déroulé. Quand vous avez un statut, ça apporte des choses. Par exemple, la micro-entreprise apporte la légèreté, un coût quasi inexistant, mais il manque de sécurité. À l'inverse, la SARL est confortable et sécure, mais ça manque de marge de manœuvre et ça manque de simplicité. Donc à chaque fois, dites-vous bien qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que ça m'enlève, qu'est-ce qui va me manquer. Alors, aujourd'hui, je suis en micro. Ça a le gros avantage de la simplicité, oui, et ça correspond à mon chiffre d'affaires. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Je tiens à dire aussi une petite chose. Ce statut-là, comme celui-là, sont gratuits à ouvrir et à fermer dès l'instant où on le fait seul. Si après vous le sous-traitez, forcément, vous payez la prestation, mais c'est gratuit à ouvrir et fermer. Le statut, tout ce qui est boîte, tout ce qui est personne morale, donc le ARL, la SARL, EURL, même principe, la SAS, la SASU, la coopérative, coûte de l'argent à créer et à fermer. À chaque fois, j'ai des gens qui me disent j'ai créé une SARL, je vais la fermer parce que j'en peux plus, j'ai la tête sous l'eau. Bah oui, mais ça aurait été bien de le penser un peu avant parce qu'il aurait fallu prévoir de l'argent pour fermer cette boîte. Alors oui, la micro-entreprise, c'est pareil que l'auto-entreprise. Les deux statuts ont été fusionnés il y a presque une dizaine d'années. Donc ouais, on est d'accord. Alors, quand je changerai de statut, étant en micro, j'hésiterai entre l'EI et la SASU. Ah, ok. Du coup, j'en reviens à ma question de l'exercice de se dire qu'est-ce que l'une m'apporte et qu'est-ce que et ne m'apporte pas et qu'est-ce que l'autre m'apporte et ne m'apporte pas. En SASU, on a une fiche de paye, ça veut dire qu'il faut un prestataire pour faire la fiche de paye et il y a des cotisations patronales et salariales. Donc grosso modo, du coup, ça coûte grosso modo, comment je vais te dire ça? Sur 1,50 € de sortie pour toi, pour la boîte, dans ta poche, il te restera 75 centimes. J'arrondis, c'est grossier. Mais l'idée, c'est ça. Alors que en EI, il te restera grosso modo 1 €. Parce que tu payes que les
patronale. Pour le moment, micro car je teste, ok. EI, c'est plus facile, plus simple pour les moins de 100 000 ou micro pour tester. Ah, bah en fait, ça va dépendre. Ça va dépendre. Dès l'instant où tu as des gros investissements à faire, dès l'instant où tu as des charges, comment dire, qui sont importantes, la micro n'est pas adaptée. Parce que la micro, étant donné que... alors, je vais continuer, vous verrez. Comme ça, je continuerai les questions après. Rassurez-vous, je répondrai à absolument toutes les questions. Donc du coup, il y a 4 questions à se poser quand on choisit le statut. La première question, c'est est-ce que je veux être seule ou est-ce que je veux des associés? Si on est seul, la micro ou l'EI, c'est cool. Si on veut des associés, bah, ça sera les sociétés. Deuxième question, comment veux-tu être imposé? Est-ce qu'on va partir sur l'impôt sur le revenu, sur l'impôt sur les sociétés? Est-ce que tu veux de la TVA ou pas pour commencer? Parce que vous n'allez pas vous arrêter en mode le seuil de TVA, il est à 37 500, je ne gagne pas plus parce qu'après, je vais avoir de la TVA. Ça n'a pas de sens. Le but d'une activité, c'est de croître quelque part. Et 37 500, on ne gagne pas réellement sa vie une fois qu'on a payé tout ce qu'on devait payer. Donc, du coup, la TVA, c'est vraiment une question du début. Autant impôt sur revenu, impôt sur les sociétés, c'est une vraie question qui va durer dans le temps. Autant la TVA, c'est le temps de démarrer. Troisième question, as-tu des dépenses importantes ou des investissements à faire? Ce qui, du coup, répond partiellement à la question de Claire. Et dernière question, comment veux-tu être protégé socialement? Est-ce que tu veux être travailleur non salarié, TNS? Et là, on l'a dans des statuts comme micro-entreprise, entreprise individuelle, SARL. Ou est-ce que tu veux être assimilé salarié ou salarié? Et là, c'est la SAS ou la coopérative. Et je vous ai fait un petit résumé pratique. Donc, pour les petites activités ou les tests, on a la micro-entreprise ou le portage salarial. Autonome et robuste, moins de 100 000, on va dire, ou en tout cas moins de 150 000, on a l'entreprise individuelle. Sans et sécurité, on a la SARL ou la SASU. Et ensemble, pour aller plus loin, on a la coopérative. Et si on est dans l'agricole, le ARL. Je vous ai fait un résumé beaucoup plus qui écrit petit, mais pour le coup, beaucoup plus pointu. Je vous le mettrai, j'ai une photo, je vous le mettrai dans le Discord. La micro-entreprise, en responsabilité, on est illimité. Voilà. Ce qu'on a dépensé, on doit le payer, point. Les charges sont simplifiées. Et les charges, quand on dit simplifié, ça veut dire qu'en fait, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Les charges, combien ça vous a coûté de travailler, ça n'intéresse que vous. C'est pourtant une obligation de tenir un livre de charges, mais ce livre ne vous est destiné qu'à vous, parce qu'il n'y a rien qui est calculé dessus. Donc c'est pour ça que c'est adapté pour les débutants et les tests d'activité, parce que pour le coup, dès l'instant où vous commencez à grandir, vous avez des charges et on se retrouve à payer pour travailler. Donc attention avec ce statut, dès les charges qui commencent à être importantes. Et je souris parce qu'en fait, j'ai assez d'expérience dans les discussions avec des entrepreneurs pour vous entendre dire « Non, mais moi, j'ai pas de charge, ça va. » Oui, je sais, personne n'a de charge, mais tenez votre journal de charge, faites la somme de tout ce que vous dépensez pour travailler et vous verrez que vous en avez quand même. Même si vous êtes chez vous en Crocs, vous avez peut-être votre abonnement Internet. Ça, je dis rien. Ouais, je suis en Crocs, mais on dit rien. L'EI, responsabilité illimitée, et les charges, elles sont calculées sur le réel. Ça veut dire qu'on déduit les charges. Et ça, c'est super quand on est en solo. Mon cabinet d'expertise comptable était en EI. J'avais une collaboratrice, donc j'ai embauché en EI et j'avais pas de problème. Enfin, je veux dire, franchement, je dormais sereinement la nuit, quoi. Hein. Je me suis pas dit à aucun moment, mon Dieu, je suis en EI et j'ai une collaboratrice, c'est pas adapté. Si, c'est parfaitement adapté.
Dès l'instant où vous gérez correctement, c'est super cool. Et c'est flexible. ARL, c'est comme la SARL, hein, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui est agricole et pas l'autre. On est limité sur la responsabilité. Si on embauche une collaboratrice en IA, non, ça compte pas, on est solo. Pour le moment, ne compte que les humains. Ton abonnement ChatGPT, c'est bon, ça passe en charge, ça passe crème. Alors, ça veut dire quoi? Responsabilité limitée. Ça veut dire que si en SARL, tu fais un emprunt, par exemple, pour acheter du matériel, et que tu te casses la figure, bah tant pis pour la banque. Alors, tant pis pour la banque, dès l'instant où tu n'as pas signé une caution personnelle. Parce que comme disait ma prof de droit, caution, piège à con. Donc, voilà, dès l'instant où tu coules la boîte, en fait, que ce soit en SARL, en SASU, en EARL ou en coopérative, tu es limité à ce que tu as mis sur la table au départ, au capital social. C'est en ça que c'est limité. Sauf si, bien sûr, tu as signé que personnellement, tu allais prendre la responsabilité de toutes les dettes. Dans ce cas-là, bah, dommage. Mais les statuts juridiques sont conçus pour normalement vous protéger et protéger votre patrimoine, protéger vous, quoi, hein, sur le fait que financièrement, vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez mis sur la table. Alors, si tu fais une faute de gestion, ça va dépendre de ce que tranche le tribunal de commerce. Et vous n'êtes pas couvert, bien évidemment, pour tout ce qui est pénal. Vous tuez quelqu'un, vous n'êtes pas couvert pour ça. Hein. C'est pas limité du tout. C'est pas je ferme la SARL et tant pis. Là, c'est du pénal, c'est personnel le pénal. Dès l'instant où il y a des fautes type délit, fraude, tout ce qui est au pénal, au final, c'est vous. Donc, quand tu dis faute de gestion, ça dépend, entre guillemets, où tu situes la faute de gestion. Si c'est une fraude ou si c'est complètement involontaire et que juste tu as planté ta boîte. Si juste tu as planté ta boîte, c'est limité. Si tu as tué quelqu'un et que c'est du pénal, c'est pas limité du tout parce que justement, c'est du pénal et c'est pas la boîte qui porte la responsabilité, mais toi en tant qu'humain. Côté charge, alors, on est sur le ARL et la SARL sur des charges réelles, comme le I. On est TNS, donc on est mangé à la même sauce. Le ARL, c'est pour les exploitations agricoles, la SARL pour les petites entreprises. La SASU, on est au régime général de la sécurité sociale. C'est pratique. Si vous avez des gros soucis de santé et que vous êtes inassurable dans le privé. Imaginons que vous êtes cardiaque, épileptique et qu'en plus vous cumulez avec un cancer. Quitte à faire, hein, le truc qui normalement aucun de vous ne cumule tout ça. Et là, le régime général, ça peut être sympa parce qu'il ne peut pas vous exclure. Et il ne peut pas surcoter le coût. On ne peut pas dire oui, on vous assure, mais vous allez payer très très cher. Donc, voilà. Ça, c'est plutôt pas mal quand on a une santé qui est difficile, mais c'est pour les ambitieux et une forte croissance parce que c'est un statut qui coûte très cher, vraiment très cher. Par contre, si vous comptez vous payer qu'une seule fois, c'est le statut qui permet de se payer des dividendes. Celui-là, beaucoup moins. Alors, on peut, hein, mais on paye l'URSSAF dessus. Pas là. Il y a la flat tax à 30%. Ça, kiff. Enfin, voilà. La coopérative, les charges sont variables en fonction. Ça peut être TNS, ça peut être salarié. Ça va vraiment dépendre, mais normalement, on est salarié. Et puis, le portage salarial, les charges, c'est élevé parce que vous avez le chômage, vous avez tout comme un salarié. Et j'aime bien pour les tests d'activité. Donc, voilà. Alors, avant de choisir ou de valider le statut, on va vraiment se poser des questions primordiales. Du type, c'est quoi le niveau de jeu actuel? Le chiffre d'affaires, les charges et l'ambition. On va se poser la question de la vision d'évolution.
la croissance, les investissements. Est-ce que vous investissez demain ou est-ce que vous investissez dans 5 ans? Est-ce que vous voulez rester simple ou est-ce que vous voulez conquérir le monde? J'ai la voix d'une petite souris. Quand je dis ça, c'est assez dingue ce que fait la télé au cerveau. Mais bref, pour tous ceux qui ont la ref. On va se poser la question des tolérances aux monstres juridiques. La complexité, le coût, les obligations. J'avais un client qui supportait pas. Il y a plein d'experts comptables qui l'ont mis en SARL, ils l'ont mis en SASU, ils l'ont mis en plein de choses de ce type-là. Chaque fois, il coulait les boîtes. À la chaîne, il les coulait, il les coulait, il les coulait. Il n'y avait pas d'interdiction de gestion, puisque à chaque fois, il n'y avait pas de dette, mais n'empêche qu'il coulait les boîtes. Et quand on s'est rencontrés, moi, je l'ai mis en entreprise individuelle. Et aujourd'hui, il rachète des boîtes à tour de bras et il est en train de monter une holding. Parce qu'en fait, il s'est fait la main avec son entreprise individuelle sur la gestion. Et ce qui lui faisait peur avant, et résultat des courses, il ne le faisait jamais, et c'était une catastrophe à gérer, et ça plombait l'ensemble, et ben là, comme il l'a fait petit à petit, à son rythme et à son échelle, ben il l'a pris en main, et aujourd'hui, il est capable, du coup, il a une holding, 3 boîtes, plus son entreprise individuelle qu'il est en train de fermer pour remplacer par une SARL, donc il va avoir 6 boîtes en tout. Une holding qui pilote 5 boîtes. Et ça s'est fait entre... Il est rentré dans ma clientèle, j'étais encore expert comptable en 2018, et là, il est en train de monter les holdings aujourd'hui. Donc voilà, en 7 ans, il a fait évoluer son statut. Mais avant, les années d'avant, il a planté boîte sur boîte sur boîte parce que il était littéralement intolérant au juridique et à la complexité. C'est quoi une holding? Ah, c'est une boîte qui possède des boîtes. C'est comme des poupées gigognes en fait. C'est une boîte dans laquelle tu mets des boîtes, des boîtes, des boîtes, des boîtes. C'est quand on optimise fiscalement, mais là on est sur un niveau plus. C'est de l'optimisation fiscale, c'est de la stratégie, de la technique et on n'en est pas encore là juste quand on choisit le statut. Et quand on fait tout ça, quand on s'est posé les questions de ce qu'apportent les statuts, les freins qu'ils pouvaient aussi apporter, donc avantages, inconvénients, quand on s'est demandé le niveau de jeu qu'on avait, la vision sur l'évolution, comment on envisageait l'administratif, une fois qu'on a fait ça, grosso modo, on a vérifié toutes les sangles avant de sauter en parachute. Là, on commence à être pas mal. On est préparé. Et puis si vous voulez aller plus loin, du coup, il y a la quête B3D, qui est un plan de bataille en 5 étapes. J'ai conçu ça comme un jeu de rôle où on va aller voir l'optimisation du juridique. On va beaucoup plus loin sur choisir son statut. Comme un chevalier choisit son armure, mais vraiment beaucoup plus loin. On se met au clair avec tout ce qui est sécurité réglementaire pour éviter les pièges des dragons administratifs. Sur la gestion décisionnelle, donc on devient un chef d'orchestre, on devient un chef d'entreprise et on apprend à lire les boussoles financières. La trésorerie, là, du coup, on fait de notre or un flux maîtrisé. Et enfin, le développement et l'investissement pour croître sans risque. Et du coup, voilà, le statut, c'est pas juste un papier administratif, c'est clairement ton armure de dirigeant, ta manière d'être vu dans le royaume des affaires. Et l'idée, c'est de choisir celle qui te protège, qui te correspond et qui correspond à ta quête. Et l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible avec.